Bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un débrief de Paris Ludique qui s'est déroulé du coup début juillet, le 1er et le 2 juillet, avec une journée le 30 juin pour la partie pro et presse. Donc à Paris Ludique, j'ai pu jouer à certains jeux, mais on m'a également fait des pitchs de plusieurs jeux que je vais pouvoir du coup vous en parler. Donc on a commencé la journée en testant Castle chez Lucky Duck Games. Donc c'est une réédition du jeu qu'on a trouvé particulièrement réussi. En tout cas, on a beaucoup aimé jouer. On y a joué à deux, donc on avait un certain nombre de tuiles qui a été affiché ici. Et en fait, au début de notre ronde, on pioche un nombre de cartes qui sont tout au fond là-bas. Alors c'est un plateau qui est très très grand. Et si j'ai un reproche à faire à ce jeu, c'est le plateau. Franchement, il est super grand. Très clairement, chaque joueur est en face d'une partie du plateau, alors qu'au final, il n'y a pas forcément besoin. Surtout qu'on va tous avoir une zone de construction, je vais vous montrer ça après. Mais pour moi, voilà, c'est le défaut du jeu, sinon le reste, il est... En tout cas, on a fait une partie, sur la partie, on s'est bien amusé. Du coup, je disais, au fond, ici, on a la pile de cartes qu'on a dû rapprocher parce qu'elle était beaucoup trop loin de nous. Une pile de cartes qui nous permet de savoir quelles tuiles vont être en jeu ici sur le marché. Donc en fait, quand on pioche la carte, ça nous dit, bah, prenez une tuile de 150. Donc on prend la tuile de 150 et on la met au pif sur le marché. L'ordre à ce moment-là n'a pas d'importance, puisqu'en fait, on a l'un des joueurs qui va être l'architecte en chef. Donc quand c'est au tour de l'architecte en chef, il va pouvoir ordonner ces pièces-là sur les valeurs du marché. Donc je crois qu'il me semble que la pièce la moins chère est à 4000, après ça fait 6000, 10 000 et 15 000 je crois. Plus on est nombreux, plus on a de tuiles aux enchères sur le marché. Et du coup, il va pouvoir agencer ça, de sorte à ce que les tuiles les plus intéressantes pour les autres joueurs ne soient pas les moins chères, qu'il puisse lui tout de même les acheter. Et une mécanique qui est très intéressante, c'est qu'il n'a pas intérêt non plus à les mettre très chères. Parce qu'en fait, quand les autres joueurs vont acheter une tuile au marché, les sous qui ont été dépensés pour l'achat de cette tuile reviennent à l'architecte en chef. Donc l'architecte en chef, quand il met ses tuiles, il doit vraiment, en quelque sorte, être malin et permettre aux autres de jouer. Donc c'est pas, on va pas se gêner, alors forcément on va pas mettre les moins chers, mais on va essayer de faire en sorte que chacun puisse jouer comme il veut et développer son château. Donc quand on développe notre château, on commence par notre foyer de base, et ensuite on va acheter les pièces une par une et on va pouvoir les assembler. Les pièces, vous voyez, elles sont de différentes couleurs parce que c'est un peu des familles. Donc là par exemple c'est une zone de repos, on voit ici. Il y a beaucoup d'informations sur les tuiles, mais en vrai c'est très lisible. On a du coup le type de pièce ici, donc le repos, l'alimentation. Ça c'est un sous-sol, donc pour aller au sous-sol il nous faut un escalier. C'est très logique, les choses sont vraiment très logiques. Là, on a un couloir qui est une pièce qu'on peut également acheter sur je sais pas si j'ai... Non. Pas une autre, mais là, on voit un petit peu, c'est une pièce qu'on peut acheter tout le temps disponible. On a... alors, je sais plus trop ce que c'est, la forge. Je me souviens plus du nom. Et on a les pièces vie. Globalement, je crois que c'est surtout ça. Il y a également des jardins. Il y a beaucoup de tuiles qui vont pouvoir comboter entre eux. Pour les souterrains, par exemple celui-ci, au milieu, on voit les objectifs qu'on va gagner. Alors déjà, on gagne ici, cette valeur-là. Et ensuite, on va pouvoir gagner cette valeur-là à chaque fois qu'on joue une tuile. Alors, ici, comme c'est un souterrain, ça s'applique à l'ensemble du château. Donc là, vous voyez que j'ai trois salles. Donc avec ces 3 salles, je vais gagner 2 points à chaque fois. À chaque fois que je joue une tuile de repos, je vais gagner ces 2 points. Pour ici, par exemple, j'ai également 2 points par salle repos qui sont reliés par une entrée. Donc ici, c'est le cas. Ils sont reliés. Par contre, si celle-ci était bleue, ce n'est pas relié. Déjà, parce que si on passe sur le même niveau, ici on est sur un souterrain et ici on est au rez-de-chaussée. Mais en plus, il n'y a pas d'entrée pour communiquer entre les deux. Et l'autre symbole qui est intéressant, je n'ai pas d'exemple ici, mais en gros c'est une brique entière, ici il n'y a pas de passage entre, et ça veut dire que c'est adjacent. Donc, par exemple, mon coin sieste ici est adjacente à la salle à manger ici. Donc il y a plein de moyens de scorer, c'est très intuitif, il n'y a pas besoin, dès qu'on commence à mettre les premières tuiles, etc., ça fonctionne très bien. Et du coup, donc là, le plateau qu'on a déjà vu, et ça c'est de l'autre côté, donc c'était l'autre joueur. Donc ça c'est le pion, en bas on voit le pion de l'architecte en chef, ici.
Et comme vous pouvez voir, du coup, il a un château qui est complètement différent. Donc voilà, donc c'était vraiment très intéressant, on a beaucoup aimé y jouer. On ressent tout de suite que toutes les parties vont être forcément différentes. On n'aura jamais la même chose. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ici que j'ai perdu lamentablement. Et pourtant, j'ai bien aimé le jeu. Alors voilà, on sent qu'il y a vraiment du potentiel et c'est très appréciable. Alors ce qui aurait été pas mal, mais peut-être qu'un jour il y aura une version de luxe, c'est d'avoir des vraies pièces. Parce que là, c'est bon, c'est des jetons classiques, mais ça aurait fait un côté un peu plus royal d'avoir des pièces en métal. Mais bon, je suppose que c'est aussi beaucoup plus cher. Et les signes ici, en fait, ils sont aussi lestés, parce que là, c'est du plastique, mais en dessous, il y a... Voilà. Donc il y a quand même une attention qui est apportée à l'édition qui est très appréciable. Donc je pense que déjà, j'ai fait un bon tour de Castle. Ensuite, on est allé voir du côté de Gigamic, où il y a également des sorties qui sont très intéressantes. Donc on a le Clan des Loups. Alors c'est un jeu que je voulais absolument voir, mais au final, j'ai pas été spécialement enthousiasmée par ce qui était proposé. Pour moi, on est quand même sur du familial, limite initié, parce que je pense que pour les enfants, c'est quand même assez complexe. Mais où on va se déplacer de zone en zone, placer des monstres, essayer de trouver des animaux, pardon. Essayer de trouver de la nourriture, on va faire des huttes. Sur nos fiches ici, hein, ça va nous débloquer certaines choses. Je pense qu'il est très sympa, mais ça m'a pas spécialement enthousiasmé plus que ça. Je me rends compte que j'ai pas de photo d'un autre jeu qui est d'Orge et de Blé, qui est un jeu purement de joueurs et que par contre je pense qui est excellent, avec une gestion des ressources, des choix à faire pour que... En fait, l'objectif c'est d'avoir le plus grand score à la fois sur la production de pain et de bière, parce qu'en fait à la fin de la partie on va regarder les deux scores et prendre le plus petit score, et ce plus petit score-là, on va le comparer avec l'adversaire. Et celui des deux qui a le plus grand score gagne la partie. Donc c'est un peu dommage que j'ai pas pris de photo, parce que pour le coup, c'est vraiment un jeu qui m'intéresse beaucoup. Je vais essayer de voir pour me le procurer, je pense. Je regarde encore quelques vidéos, que j'essaye de vraiment me plonger dans le truc, mais ça m'a l'air d'être assez tendu comme jeu. Et surtout, vu que c'est avec un seul adversaire, plus vous jouez avec le même adversaire, plus ça va être tendu. Donc je pense que ça va être un jeu très sympathique pour 2 joueurs. Donc ensuite, on a un jeu qui n'est pas du tout dans ce qu'on vous propose habituellement. Là, on est vraiment sur un pur jeu d'ambiance, Mami Moule Maki. Le système est très simple, c'est une sorte de petit bac où on va retourner une carte avec plusieurs phrases avec un mot manquant. On jette un dé qui va nous donner une lettre, et avec cette lettre, on doit compléter les phrases. Et les phrases sont tournées de sorte à ce que ça parte trop loin. D'où la phrase en dessous, le jeu vous risquez de partir trop loin. Ça peut vraiment partir, je sais plus, je me demande s'ils ont pas mis 16 ans sur la boîte. Je me trompe peut-être, à vérifier. Mais ouais, on avait regardé quelques exemples et en effet, il y avait moyen de partir assez loin. Je pense que c'est pas un jeu très simple, mais c'est un jeu où on peut bien se marrer. Ah bah tiens, hop, une magnifique photo. Donc voilà, on a le... Chaque joueur a sa fiche comme ça avec le feutre. Et on va noter du coup pour chacun le mot qu'on pense. Donc là on a le dé avec les lettres. Et là on a la fiche qui nous invite à découvrir le mot. Donc là, dommage que soit mauvais pour la santé. On a un T. Dommage que tabasser soit mauvais pour la santé. Après, vous pouvez aller beaucoup plus loin, mais là, du coup, vous marquez tabasser ici. Arme de crime. C'est pas forcément évident. Là, j'allais dire trousseau de clés, mais c'est en plusieurs mots. Alors après, à voir avec les différentes personnes. Et petit à petit, parce que bon, c'est pas les mots les plus fun, mais je suis sûre que certains d'entre vous ont eu beaucoup plus d'imagination que moi et sont déjà partis un peu plus loin. Les vieux lemmes, bon voilà, aussi, il peut y avoir des choses assez intéressantes qui peuvent en ressortir. Et après, on calcule le score, voilà. Mais assez classique. Ensuite, on a Dorf Romantique. Alors, au départ, j'ai pas trop prêté l'attention parce que pour moi, déjà, je joue à 8+, des illustrations un peu enfantines, et je me dis, bon bah,
c'est pas pour nous, ça va pas nous intéresser. Et puis le petit pitch m'a donné envie. Et surtout ce document-là, ce papier-là, où en fait c'est une sorte de campagne qui va nous faire débloquer du contenu pour les prochaines parties. Et là, du coup, vous voyez qu'il y a des défis à réaliser. Donc juste pour ça, moi, ça peut me plaire d'y jouer. Donc ça, c'est aussi un jeu que je vais suivre. Étonnamment, je me souviens plus exactement comment ça se joue. Il y a des tuiles. L'exemple qu'on avait, c'est qu'il fallait une tuile avec 5 maisons, et on a eu la tuile avec 5 maisons. Je pourrais pas être trop précise là-dedans, mais ça vaut le coup de s'intéresser à ce jeu. Ah bah là, voilà. Donc là, on voit les tuiles. Donc là, on avait le jeton, c'était 4. Il fallait une tuile avec au moins 4 maisons, et ici, on en avait 5. Du coup, on pouvait mettre la maison ici. Voilà. Et là, il nous faut 6... je sais pas, 6 fermes, je ne sais pas. Et là, c'est 9 rails. Donc, ou 6. Je sais pas dans quel ordre, c'est plutôt un 6. Voilà, donc après, bah, on crée un autre village comme ça, et on essaye de réussir les quêtes qu'on a ici. Voilà. Et j'aime assez bien cette notion de défi. Après, voilà, le gameplay, faudrait regarder un peu plus. Mais je pense que je vais suivre le jeu aussi. Ensuite, du côté de chez Yellow, il y a beaucoup de sorties. Alors, il y a des sorties qui viennent de sortir, il y en a qui vont sortir. Donc, on a toute leur gamme ouvrée et jouée. Donc, il y a 3 boîtes qui sont sorties. Là, c'est celui avec le cochon. Il faut être le cochon le plus sale. Et pour éviter qu'il pleuve, et ben, on va se mettre dans la grange. Après, on va mettre un paratonnerre au-dessus de notre grange pour pas se prendre la foudre et que ça prenne feu. Voilà, donc on va essayer d'être le cochon plus sale, et il y a un mode dans l'autre sens où il faut être le plus propre. On en a un autre avec les mines, qui je pense me plairait plus que celui des cochons, où on va essayer de récupérer un maximum de pépites sur les cartes, mais le dragon, au bout d'un moment, il se réveille, il avance, et le but c'est de ne pas être mangé par le dragon, et de ne pas rentrer trop tôt, parce que sinon on n'aura pas assez de pépites. Et il y a des pouvoirs spéciaux, comme ici par exemple, qui vont nous dire bah, vous pouvez échanger l'un de vos jetons avec le jeton d'un autre joueur. Donc s'il y a un jeton d'un autre joueur qui était là et que nous on était en danger ici, hop, on s'échange, et l'autre ça se trouve il va se faire bouffer au prochain tour. Donc ça m'a l'air d'être un jeu rigolo, un jeu d'apéro très sympa. On a Ready Set Bet. Alors ça c'est vraiment pour moi un jeu d'ambiance où on va gérer, enfin on va parier sur une course de chevaux. L'idée, alors il y a soit une application qui nous permet de gérer la course automatiquement, soit un joueur qui gère la course, donc qui fait avancer les jetons. Et on a un plateau comme, je veux dire comme le poker, mais voilà, où on met nos paris, et celui qui a mieux parié remporte la partie. Donc là pour moi c'est bon, je sais pas combien, je crois que c'est marqué 2 à 9, ouais, c'est à 2 à 9 joueurs. Pour moi il faut être au moins 6 pour se marrer sur un jeu comme ça. Ensuite il y a les petites gammes de jeux d'enquête. Donc là c'est Guilty, donc c'est la fille d'une personne importante qui a été tuée en prison, et du coup on va enquêter sur ce qui se passe dans la maison, comprendre ce qu'elle faisait là et pourquoi elle était tuée et par qui. Donc là, c'est un jeu 16+, comme on peut s'en douter. Et un jeu que j'attends beaucoup, c'est Ella et l'éclat de la montagne, donc un jeu narratif qui va monter en complexité au fur et à mesure des chapitres. Alors là, ça vous paraît tout mignon. Ça n'a pas l'air d'être si mignon que ça, l'histoire. Donc ne le prenez pas trop pour jouer avec des enfants. D'ailleurs, je crois que sur parce que là, c'est une localisation. Sur la VO, il me semble que c'était 8 ans, et que là, du coup, ça a été augmenté à 12 ans. Et des extraits que j'ai vus, en effet, ça me semble un peu juste pour 8 ans. Donc, Ella, qui est un jeu que je vais beaucoup suivre aussi, parce que c'est typiquement le jeu qui peut me plaire. Alors, ensuite, on est allé voir... J'ai mangé le nom de l'éditeur. En fait, je connais l'éditeur par son jeu Little Secret, qui est un jeu qu'on a joué récemment avec plusieurs amis.
et qu'on a adoré. On a enchaîné des parties, du coup bah voilà, je suis allée leur dire. Et comme ça j'ai pu découvrir leur futur jeu qui s'appelle Trou Noir. C'est un jeu de culture générale où le but ça va être de répondre à des questions qui m'ont pas l'air... Enfin, c'est culture générale mais bon je suis pas sûre que beaucoup de gens auraient la réponse. Et le but c'est de chuter le moins possible. Au lieu de gagner un point et être le plus haut, là ça va être d'éviter la chute et d'arriver... de ne pas arriver justement au trou noir, où là du coup c'est le perdant qui arrive à ce niveau-là. Alors là c'est encore un proto, ils sont en train de travailler dessus, de finir l'équilibrage et les illustrations, et voilà. Alors moi je suis pas très culture générale parce que je suis nulle, mais ça peut être un jeu tout à fait sympa, et quand je vois ce qu'ils ont fait pour Little Secret, j'ai pas de doute. Donc ensuite à la boîte de jeu, je suis allée voir leur avant-première Evil Corp, qui a l'air bien sympathique comme jeu aussi. On va jouer des monstres qui vont s'affronter sur le plateau. Alors ça se joue de 2 à 4, en fonction des configurations, il y a plus ou moins de plateaux. Donc là, si on prend une configuration à 2, on va se taper l'un et l'autre en invoquant des monstres qui sont ici, qu'on peut aussi acheter. Et c'est un backbuilding. Donc à chaque fois qu'on achète un monstre, on va le mettre dans le sac, et on va le piocher ensuite pour le mettre sur notre jeu. Et c'est comme ça qu'on va s'affronter pour essayer de prendre le village ici. On a du coup des monstres qui vont être plutôt corps à corps, d'autres qui vont plutôt être des marchands qu'on va jouer sur le côté pour éviter l'affrontement. On a également des mages qui vont permettre d'invoquer. Et ici on a une sorte de forteresse où on va pouvoir mettre l'un de nos monstres et payer un coût de 2 pour pouvoir le garder pour le tour suivant. Donc ça ajoute un peu de contrôle. Et en fonction de nos victoires et défaites, ici le petit pion là va se déplacer. Et celui qui arrive au bout, et ben, il remporte la partie. Donc voilà, ça a l'air bien sympa comme jeu, j'aime beaucoup les illustrations. Et ce côté affrontement est assez original. Voilà, intéressant. Vous pouvez le voir, 40 €. En vrai, je trouve que le prix est tout à fait correct par rapport au matériel qu'il y a. En général, aujourd'hui, on n'a pas vraiment énormément de jeux avec ce matériel en dessous de ce prix. On a été invité à jouer à une partie de Foxy. Alors j'avais très peur parce que Foxy, c'est un jeu de mémoire où on doit compter le nombre d'animaux qu'il y a sur une image. Alors jusque-là, ça va. Normalement, on s'en sort. Mais après, on va montrer une deuxième image. Et là, si vous avez... Par exemple, la première image, vous avez un chat, et la deuxième image, vous avez un chat et un chien. Et ben vous comptez 2, parce qu'il y a 2 animaux différents sur l'image, plus 1, parce qu'il y avait un chat sur l'image d'avant. Donc je vous dis pas, quand vous arrivez à la 20e carte découverte, que vous voyez un dauphin et que vous devez savoir combien il y a eu de dauphins sur les cartes précédentes, pour mettre le bon nom, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, c'est moins compliqué que ça n'y paraît. Déjà parce que quand on remplit notre feuille, on met le nombre à chaque fois qu'on pense être juste. Si on est en dessous, on conserve le nombre qui est marqué. Si on est égal, bah, tant mieux, bah, c'est parfait. Par contre, si on est supérieur, dans ce cas-là, on doit l'effacer. C'est pour ça qu'ici, mon 4, il est effacé. Et après, une fois qu'on a fait les 20 cartes, on a vérifié qu'on n'était pas au-dessus de la réalité. En fait, là, c'était pour une version grandeur nature. On a du coup eu 4 lapins, 4 ours, etc. Et quand on vérifie du coup tout ça, après on fait notre total en comptant, en additionnant tous les chiffres. Alors j'espère que je me suis pas trompée dans mes calculs, je vais vérifier au montage. Voilà. Là du coup, c'est une autre fiche. On a également un total, donc comme vous pouvez voir, j'ai encore perdu. Non mais en vrai c'était assez sympa. Alors là il n'y avait pas énormément d'ambiance. Je pense que suivant les joueurs, on peut en avoir beaucoup plus. Là on était très concentrés, on voulait pas se tromper. Voilà, Foxy. Ensuite on est allé chez Nuts. Comme vous savez, Nuts c'est un éditeur qu'on apprécie beaucoup. Donc dès qu'on peut les voir, on va les voir. Ils nous ont présenté Subterra 2. Alors l'année dernière, ils m'en avaient déjà parlé. Mais pour le coup, je n'avais pas vu aussi bien le jeu. Et j'avoue que ça me donne bien envie d'y jouer.
Parce que jusqu'à présent, je me disais, c'est bon, j'ai le 1, ça me suffit. Mais le 2 a l'air encore un cran au-dessus en termes d'originalité et de plaisir de jeu. Je pense que je vais pas trop tarder à y jouer. La grosse différence, c'est que on va devoir chercher des clés pour obtenir une relique. Et si on met trop de temps, on arrive à la fin du jeu, on va dire, on lance un timer parce que le volcan entre en éruption. Et quand le volcan entre en éruption, il fait déjà nous perdre la relique qui est ici. Donc si on l'avait pas, eh ben, on l'aura jamais. Mais on peut encore réussir à s'échapper. Et si on l'a réussi, bah, il faut s'échapper. Et là, quand on veut s'échapper, bah, y a la lave qui progresse. Et en fonction des chemins qu'on a mis, ça va progresser de plus en plus vite. Chaque tuile qui est en contact avec la lave devient de la lave. Donc je vous dis pas la progression qu'il peut y avoir. Et à nous, on doit du coup s'échapper avec nos différents personnages. Les personnages aussi sont un peu plus travaillés dans leur capacité. Et il y a beaucoup plus de combats et de dynamisme. Les événements arrivent plus souvent, mais du coup, nos survivants, nos personnages peuvent se soigner plus facilement, etc. Ça va être plus dynamique, plus stressant. Voilà, ce terrain. Voilà, bah là, on voit le volcan ici, qui est rentré en éruption, et qui du coup déclenche la lave au bout. Ensuite, la guerre des anneaux de l'anneau, pardon, qui est un jeu d'affrontement aussi. Je suppose que vous avez reconnu la thématique. Où du coup, il y en a un qui va être les forces du mal et les autres les... zut, la terre du milieu. Zut, j'ai perdu le nom. Donc on va s'affronter l'un et l'autre sur des champs de bataille, mais aussi sur des routes, pour essayer de progresser, d'avoir le maximum de points de victoire et de remporter la partie. Pour moi, alors le jeu a l'air ultra intéressant, on va pas se mentir. Les cartes entre elles ont l'air incroyables. La difficulté, c'est qu'il faut connaître les cartes pour vraiment s'amuser et connaître les cartes de l'autre. Donc ça veut dire qu'il faut souvent jouer avec les mêmes personnes, enfin la même personne en l'occurrence, pour que ce soit vraiment intéressant. Parce que s'il y en a un qui connaît les cartes et l'autre pas, bah, il va marcher sur l'autre. Globalement, ça va être ça. Donc il faut pouvoir jouer avec la même personne plusieurs fois pour que ce jeu prenne toute sa splendeur, tout son intérêt. Ensuite, j'ai vu un peu plus loin, toujours chez Nuts, un petit jeu Spell qui m'a intrigué et qui est vraiment intéressant. C'est un système de puzzle et de confrontation où on va être des mages qui vont se battre, se confronter. Et on va essayer de remplir des cartes d'objectifs qui sont là. Donc c'est des cartes de 1 à 4 en modulant le plateau qu'il y a ici. Quand c'est notre tour de jouer, on peut soit se déplacer d'une case, soit activer une tuile adjacente. Donc activer, là par exemple, cette tuile est passive. On peut l'activer, donc la retourner sous cette forme-là, pour agrandir notre zone d'influence. Quand on agrandit notre zone d'influence, on va pouvoir plus facilement réussir des schémas. Là par exemple, cette carte ici, je venais de la récupérer, parce que mon mage est sur une tuile certes rose, mais quand c'est sur le mage, la tuile est d'une autre couleur, donc là elle est noire. Ici, bon ça devait pas être à ce tour-là, mais du coup j'ai dû activer celle-là et récupérer la carte. Globalement, la forme aurait été là. Quand on récupère des cartes comme ça, on va pouvoir utiliser ces cartes comme des pouvoirs. C'est pour ça que j'en ai de retourner, pour faire apparaître notamment des golems. Les golems, on va les placer n'importe où sur le jeu, ça va transformer la case en la couleur de notre choix. Enfin, de notre choix, de notre couleur plutôt. Et comme ça va nous permettre de plus facilement prendre des objectifs. Donc le premier tour de jeu est assez lent parce qu'on n'a pas beaucoup encore de cases retournées, mais petit à petit on en aura de plus en plus et on va aussi, à force de récupérer des sorts, pouvoir les utiliser pour gagner du terrain. Et du coup à chaque fin de nos tours, les golems s'en vont parce que sinon ça pénaliserait trop le jeu. On a une autre carte, une autre action, qui va nous permettre de chambouler le terrain
en prenant une case n'importe où et en la mettant dans le trou vide ici. Du coup, il y a toujours un trou vide en fait dans le jeu. Et une fois que c'est fait, on peut déplacer les autres... Enfin, on doit déplacer les autres tuiles de la ligne pour compléter le terrain. Voilà. Alors c'était peut-être pas très très clair, j'espère que c'était assez clair. Mais franchement c'est très sympa, c'est casse-tête quand même. On a fait une partie et après on avait un peu le cerveau en feu déjà. mais ça se fait en 6 tours seulement. Donc ça va très très vite. Et pourtant c'est pas si facile que ça. Vraiment, on s'embête à chaque tour. Donc il faut essayer de trouver ce qui va le plus pénaliser l'autre et ce qui va nous aider le plus. Donc là, c'est carte objectif. Donc pendant notre tour, on peut en prendre maximum 4. Et forcément, un de chaque niveau. Je peux pas prendre 2 objectifs de niveau 1 au même tour. Il faut que j'en prenne 1, 2, 3 et 4. Donc voilà. Non, on a tout pareil. Ok. Donc là, on change de leader. On est arrivé chez Origames, qui a également une très très chouette nouveauté, qui est Planet Ugno, où on a du coup chacun notre feuille et notre plateau de progression. Alors déjà, il y a une chose très intéressante à savoir, c'est que dans le jeu, chacun peut avoir un même plateau, où derrière chaque plateau, il y a une autre planète, et ici, il y a un autre arbre de progression. Ça, déjà, moi, je signe. Alors là, il faut noter aussi que les plateaux comme ça, c'est dans la version Deluxe, avec les beaux jetons, etc. C'est une version Deluxe. Et sinon, c'est plat, il n'y a pas les différentes couches de plateau. Donc là, on est sur la version Deluxe. Voilà. Donc dans Planète Ugno, on va mettre des tuiles, voilà, avec ça. Ce sera plus simple à expliquer avec cette vue-là. Du coup, le premier joueur va faire tourner le plateau de fromage. Je trouvais ça très rigolo quand on nous l'a présenté comme ça. Et c'est assez parlant parce qu'en fait, le plateau il tourne. Du coup, le premier joueur il tourne le plateau, hop, il s'arrête. Si c'est le rose, là, par exemple, il met son jeton de vent. D'ailleurs, il y a le jeton commandant, donc c'était lui. Et lui, il va pouvoir du coup se servir dans les 2 tuiles qu'il y a ici. Le joueur à sa gauche, donc le gris, il aura ces 2 tuiles-là. Et ainsi de suite. Chacun va devoir prendre une tuile qui correspond à son emplacement. Donc il y a moyen d'embêter ceux à côté, etc. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ensuite, du coup, ça en revient à notre plateau. Donc on va placer la tuile qu'on a récupérée ici. Et sur chaque tuile, on a 2 zones. Pour chaque zone, on va progresser sur notre arbre de progression, qui va nous débloquer certaines améliorations. Donc là, c'est des points de victoire. Là au-dessus, je sais pas trop ce que c'est. J'arrive pas à reconnaître d'ici. Là, ça va nous permettre de progresser dans n'importe quelle couleur. Donc on peut progresser dans la tech, par exemple. Et du coup, des uns et des autres, il y a des combos à faire comme ça pour arriver jusqu'en haut. Ici, pour la tech, vous pouvez voir qu'il y a pour un niveau 1 ici qui va être débloqué et qui correspond à ce qu'il y a juste à côté. Donc ça va nous permettre d'enlever des restrictions ou d'avoir des bonus, là par exemple, de déplacement. On va avoir des petits rovers aussi qui vont se déplacer sur notre plateau pour enlever des météorites. Les météorites, c'est quoi ? Ah, c'est parce que je suis zoomée, ça ne va pas changer. Hop. C'est ce qu'on a ici. Là, on a une météorite. On a récupéré la tuile, ok, elle était peut-être bien dans notre puzzle. Mais dans un sens, ça nous embête un peu parce qu'elle nous rajoute une météorite. Et ben on envoie un rover récupérer la météorite. Et la météorite va nous rapporter 1 point pour 3 météorites. Donc ouais, il y a plein de choses à faire. Il y a des cartes objectifs. Le jeu a l'air très complet. Puis du coup, il y a des niveaux un peu... Alors c'est pas vraiment des niveaux de difficulté, mais en fait, comme chaque plateau est différent, il y a une combinaison énorme de possibilités. Donc ça, c'est un jeu... Je réfléchis encore un peu. Mais je vais probablement prendre la version... premium... Enfin, pas premium... bref, la version avec les jolies pièces et surtout les plateaux avec plusieurs couches. Parce que ça, je trouve que c'est vraiment important.
pour l'aider pour pas que ça bouge dans tous les sens. Donc Planet Uno chez Ori Games, très intéressant comme jeu, il a l'air d'être vraiment très bon avec beaucoup de possibilités. Vous voyez que ça c'est la version standard, où du coup il y a des jetons un peu moins, et bien un tout petit peu, moins mignons que ceux-là, voilà, qui sont plus travaillés, voilà. Bon, moi je trouve que ça ressemble un peu à une dent vu comme ça, mais de vrai, c'est plus joli. Là-bas vous avez les petits rovers. Voilà. Je sais pas à quoi ressemblent les rovers sur la version classique. Ok, en tout cas voilà, Planet Uno qui a l'air très sympa. Voilà. Un autre jeu qui m'a bien fait marrer aussi, c'est It's Them All, un jeu de zombies. On va représenter les zombies, donc chacun a ses zombies. Et il y a des humains au milieu, là le vert c'est un humain, le blanc pardon c'est un humain. Qui va essayer de sortir, là il y a une voiture sur le plan, qui va essayer de s'échapper et nous on va devoir le manger. Et il y a plusieurs trucs rigolos, par exemple si un zombie passe par la fenêtre, et bah vu qu'il est pas très débrouillard ni très agile, et bah il va tomber de l'autre côté, donc il va être à terre. Et pour le relever, il va falloir dépenser une action supplémentaire. Mais s'il est à terre, ça veut pas dire qu'il ne sert à rien, il peut encore mordre les mollets du survivant. Donc il y a vraiment des trucs comme ça qui ont l'air d'être what the fuck. Je pense qu'il faut forcément y jouer à plusieurs pour que ce soit bien rigolo. L'idée c'est de s'inventer une histoire autour, de jouer un peu les zombies et les humains comme on a l'habitude de le voir dans les films, etc. Ça a l'air très sympa. Dans les cartes qu'on joue, il y a une zone qu'on est obligé de jouer en tant que joueur principal. Et les autres joueurs vont devoir faire l'action au-dessus. Et dans certains cas, quand c'est dans notre couleur, si c'est un autre joueur qui joue sa carte, si par exemple nous on est les violets et qu'un autre joueur joue cette carte-là, on va également pouvoir jouer notre action en dessous, donc on va jouer les deux. Donc il va falloir qu'on se place un peu mieux pour pouvoir manger un maximum d'humains et avoir le plus de points. De là-bas, est-ce que j'ai d'autres... Je crois pas, non. Vers là-bas du coup il y a d'autres... Il y a justement les humains qu'on doit réussir à manger. Donc ensuite on a dans la gamme un peu historique et petite boîte, il me semble que c'est Wall Street là qui va sortir. J'avais vu les précédents pas ISS. ISS je suis passée à côté. Et a priori c'est la boîte la plus expert et ça a l'air intéressant. Alors c'est la pose d'ouvrier, vous me connaissez, c'est pas trop mon délire. Mais la thématique et le fait que ce soit une petite boîte, ça me donne envie de m'y intéresser. Donc il faudra que je regarde tout ça. Nous avons... il n'y a plus le nom du jeu. C'est à la recherche des espèces disparues, qui est en quelque sorte la suite de Planet X, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Et cette fois-ci se joue avec plus d'informations, parce qu'on a un petit personnage qui va se déplacer pour essayer de voir où sont l'espèce qu'on cherche. Donc déjà il y en a plusieurs. Il n'y a plus qu'une seule. Là vous voyez, il y a vraiment le même papier, la même présentation que Planet X. On va devoir interroger l'application pour savoir est-ce que le couscous, qui est un animal, oui je fais genre que je le savais mais je le savais pas, et du coup est-ce que le couscous se situe dans cette zone? Et du coup l'application va vous dire oui ou non. Voilà. Il y a ces cartes qui ont été ajoutées mais je me souviens plus pourquoi. Et j'avais pas vu ce joli bateau. Il y a les jetons dedans, c'est très beau. Et a priori, je pense que... Alors moi, les animaux, je trouve qu'on a eu beaucoup de jeux autour de ce thème-là depuis un petit moment. Bon, il y a des vagues, hein, c'est normal. Mais du coup, là, un peu overdose. Par contre, le prochain, ce serait sur les extraterrestres. Et là, ça pourrait bien m'intéresser, parce que je n'ai pas de jeu, je ne crois pas avoir de jeu sur les extraterrestres. Donc voilà, hop, les animaux, à la recherche des animaux disparus. Ah bah hop, voilà. Ah oui, on a tous, du coup, comme Planet X, on a tous un petit auvent où on peut mettre nos informations de l'autre côté. Alors, Hit, je suis pas allée, mais j'avais pris cette photo parce qu'ils ont fait un travail de dingue quand même. Je passais devant, je fais waouh sur leur stand pour mettre en valeur leur jeu. A priori, c'est un très très bon jeu.
Comme je suis pas trop jeu de course, etc., j'attends de le trouver à un bon prix. En même temps, c'est les seuls, donc je vais peut-être regarder ça. Mais ça a l'air d'être un jeu excellent. Sbire, alors je me suis empilé l'éditeur, j'ajouterai au montage. C'est un jeu que j'avais vu en faisant ma reco de PEL. Et alors j'ai pas pu y jouer, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec les joueurs autour de la table, des gentils bénévoles d'ailleurs, bien aimables. Et du coup, chacun a sa couleur. On va faire une majorité dans les zones, ce qui va nous permettre de piocher une ou deux cartes. Une carte si on est dans la zone, et deux cartes si on est majoritaire. Chaque zone a un peu sa spécificité. Y en a qui vont permettre de voler des choses, je crois. D'autres de gagner en force. Et d'autres de gagner, je crois, des points bruts. Mais elles font pas d'autre chose. Donc voilà, un ensemble d'actions qui vont permettre de taper les autres et de gagner des points sur notre petit chevalet ici. Et ça se joue en seulement 4 manches, donc ça doit être très très rapide. Donc voilà, aussi un jeu auquel j'aimerais m'intéresser parce que ça a l'air bien tourné. Les joueurs, quand je leur ai demandé leur impression, ils étaient très contents du jeu, ils s'amusaient bien. Alors j'ai entendu vaguement qu'il y avait une notion de duel, mais j'ai pas trop compris ce que c'était. Et donc voilà, ça a l'air d'être un jeu... Ah là c'est marqué Jocus pour l'éditeur, parfait. Ça a l'air d'être un jeu très intéressant, a priori un petit éditeur, j'espère pas me tromper, mais je crois pas avoir vu spécialement d'autres jeux de leur part, à part le jeu de Pichnet, dont j'ai perdu le nom. Mais voilà, donc ça c'est un jeu qui pourrait fortement m'intéresser. Je sais plus à combien il se joue, je regarderai également. Du côté de Blue Cocker, on a le jeu Medieval Academy, donc c'est une réédition du jeu. Qui est assez enfantin dans l'idée. C'est quand même du très familial. Hein. Je crois que j'ai une autre photo du plateau de jeu. Il y a plusieurs arbres de compétences et du coup on va devoir monter dans chacun des arbres de compétences pour être le meilleur. Donc voilà, c'est une très belle édition. Il y a les aides de jeu qui sont en carton, enfin en carton épais. Les compteurs de points sont en plusieurs parties pour qu'on puisse les bouger, là. C'est deux disques. Après, voilà, c'est très familial, trop pour que ça m'intéresse. Mais si vous avez des enfants et que vous voulez un peu les faire participer, enfin leur faire découvrir de nouveaux genres, ça peut être très intéressant. À noter aussi qu'ils ont prévu pour les personnes qui ne voient pas bien les couleurs, des jetons différents, et également sur chaque parcours on a des dessins pour pouvoir s'y retrouver. Donc voilà. Hop. Ah ça c'est... Je l'ai vu en passant. Welcome to Your Perfect Home, qui est leur premier opus dans les jeux à cocher comme ça, et qui pour moi est le seul flip and write je crois que j'ai. Il me semble que c'est le seul et que j'ai depuis longtemps, donc c'en est un que j'aime beaucoup, qui est facile de jouer un peu avec n'importe qui, donc c'est très intéressant. Et là, du coup, ils sortent une version collector. Voilà, une très belle boîte. Donc, il y aura une seule édition. Et dans l'édition collector, vous avez tout le contenu qui est sorti pour Welcome to Your Perfect Home. Donc, vous avez les saisons, vous en avez d'autres. Vous avez également je sais pas si j'ai... vous avez ceux qui avaient été faits il me semble, pour la Saint-Valentin. Il y en a un autre avec des canards pour une histoire de mariage, je sais plus trop quoi. Bref, il y en a beaucoup. Ils sont là les canards. Voilà, une version avec des canards. Vous avez tout ce qui est possible et toutes les feuilles sont plastifiées. Donc il y a les stylos avec. Voilà, donc de quoi changer un peu les parties. Alors c'est très tentant. Surtout une version collector, quand on aime bien le jeu, c'est très tentant. Je crois qu'il est... Bon, il est pas non plus excessif. Il me semble qu'il est dans les 40 €. J'espère pas dire trop de bêtises. Et après, par contre, est-ce que... En tout cas, moi, je ne pense pas racheter la version collector alors que j'ai déjà le jeu de base, tout simplement parce que le jeu de base me convient depuis des années.
et que je suis pas sûre que les extensions changent énormément dans le style de jeu. Alors peut-être qu'il y a plus ou moins de maisons à certains endroits, mais globalement, j'ai pas l'impression que ça change drastiquement le jeu. Donc est-ce que ça vaut le coup d'en acheter un? Je sais pas. Mais pour ceux qui n'ont pas la boîte de base, ça peut être très intéressant de prendre cette édition collector pour découvrir le jeu. Et puis au moins vous aurez de quoi jouer. Et surtout des fiches plastifiées, ça c'est top. Donc ensuite chez Ketchup Games, on a Mind Up, qui n'a rien à voir avec le 6 qui prend. Faut qu'on arrête de le comparer à ça, parce que franchement, je vois pas le rapport. Le seul rapport qu'il y a, c'est qu'on retourne tous une carte en même temps, et qu'après, on classe ces cartes ici. Mais c'est tout. Ça s'arrête là, on récupère pas de ligne, rien du tout. Là, c'est un jeu de collection où on va la carte qu'on récupère, on la place devant nous, sur un ordre qui est défini aléatoirement. Et on l'a tous le même. Et du coup, on place ces différentes couleurs sur les différentes cartes. Et on gagne des points comme ça. Donc on a 5 points ici par carte dans notre colonne. Donc là, on a déjà 10. Plus 1, plus 1, on est à 12. Voilà. Et c'est celui qui a le plus grand score qui remporte. Alors sur plusieurs manches, il me semble qu'il y a 3 manches. Et voilà. C'est très intelligent. Il n'y a pas besoin de l'expliquer très longtemps. Ça marche très bien. On a aussi eu la chance de découvrir Far Away. Alors au départ, on voulait juste jouer quelques tours pour voir comment ça fonctionnait, et on a fait une partie complète. En tout cas, une manche complète. Je me demande si ça se joue pas en plusieurs manches. Mais une manche complète, et c'était... franchement, c'est super sympa. Alors j'avais pas compris tout à fait... Enfin, j'avais oublié une règle du jeu qui change totalement la donne. mais je me suis bien amusée. En fait, on va avoir plusieurs cartes au milieu. On joue une carte qu'on a en main. En fonction du numéro ici, celui qui a le plus petit récupère en premier une carte qui est en haut, et il ajoute à son histoire. Donc son histoire, c'est cette ligne ici. Quand du coup, on enchaîne les tours comme ça. Quand on joue une carte avec une petite valeur, une plus grande valeur que la précédente, dans ce cas-là, on va pouvoir piocher un sanctuaire. Et les sanctuaires, c'est très intéressant, c'est ce qu'on a ici. Et on va progresser comme ça jusqu'à 8 cartes. Sur les cartes ici, vous voyez, il y en a qui ont des objectifs assez simples. Toutes les cartes jaunes ou vertes rapportent 1 point. Ici, par contre, il nous faut deux chimères, ça s'appelle. Il nous faut 2 chimères pour pouvoir le déverrouiller. Sauf que nous, on commence à faire notre freeze dans ce sens-là, de gauche à droite. Mais pour le décompte des points, c'est l'inverse, c'est de droite à gauche. Donc en fait, les premières cartes que vous mettez, c'est un peu un pari. Si là je mets cette carte, mon but ça va être d'avoir les 2 chimères après. Lui, il va me donner des points de victoire si je lui rapporte 2 chimères. Voilà. Au-dessus, c'est les ressources qu'il produit. Donc là, on voit pas sur cette case, mais du coup, typiquement, si là j'avais une chimère, j'aurais déjà une chimère. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, c'est... je crois que c'est un chardon cosmique. Tout le monde l'appelle un ananas, c'est très bien un ananas. Et une pierre, donc voilà, on va pouvoir débloquer des choses comme ça. Donc là, par exemple, mon sanctuaire, ici, il a une pierre, et chaque pierre apporte un point. Donc déjà, là, j'en ai 1, 2, 3 sur cette image. Voilà, sur cette photo, j'en ai 3. En vrai, j'en avais d'autres à droite aussi. Ça, c'est des cartes, vous avez vu, c'est pas vraiment des ressources. Alors, on a quand même des objectifs par rapport à ça. Mais c'est des cartes de sanctuaire. Donc en fait... Comme je vous l'ai dit, quand on met une carte d'une valeur supérieure par rapport à la précédente, on pioche un sanctuaire. Plus on a ce symbole-là de carte, plus on va pouvoir piocher de cartes sanctuaires, et on en choisit un. Mais du coup, c'est très fort parce qu'on va pouvoir l'adapter avec ce qu'on a déjà débloqué. Ah, franchement, Far Away, c'est un petit jeu et qui est excellent. Alors, petit twist, la cover change. Il y en a 4, donc vous pouvez choisir la cover que vous préférez. Voilà, non, vraiment un jeu très sympa qu'on va se procurer. On a beaucoup aimé. Donc voilà, donc ça c'est pour le décompte des points. Il est conseillé de mettre les cartes à l'envers. Du coup, on commence par la droite. On retourne la droite, on compte le nombre de points, etc. Il y a une fiche de calcul, enfin une fiche de score qui est fournie avec. Voilà, je crois qu'on était en train de faire le décompte des points. Là, on change d'éditeur, on est chez Sit Down Games.
pour la présentation de Maps of Mysteria avec l'auteur du jeu. On se sent toujours très privilégié quand c'est le cas. Est-ce que j'ai d'autres... Ouais, j'ai d'autres photos. Oula, elle est bien grande celle-là. Moi, ça ira. Donc chacun a son plateau de jeu. Et on a une carte au milieu. La carte au milieu va évoluer dans le temps. Et nous, notre objectif, c'est de cartographier au mieux la carte finale. Donc on a une phase dans le brouillard. Sur les tuiles, on a deux côtés. Jusque-là, tout va bien. Sur l'un des côtés, il y a du brouillard. Le brouillard, ça veut dire que on suppose que c'est ce paysage qu'il y a ici, mais c'est pas définitif. Donc en fait, un autre joueur après peut réussir à le changer. Par contre, une fois que c'est sur la phase découverte, ça ne bougera plus. Donc si ici, je prends cette carte-là et que je la mets en dessous, je dis ici, il y a une forêt, ici, il y a un désert. Déjà, je suis sûre qu'il y aura une forêt. Et en plus, je vais prendre une tuile brouillard ici, correspondant au désert, et je vais le mettre au-dessus. Donc ça, c'est assez sympa, c'est assez simple, ma foi. Et en plus de cela, donc là, on a nos actions, enfin, on sait ce que nous rapportent les découvertes, etc. On a un objectif caché qu'on va devoir résoudre, et on a ces petits drapeaux. En fait, ces petits drapeaux, si là, du coup, j'ai mis 3-4 déserts, pas déserts, mais déserts. Si j'ai plusieurs déserts, je dis bah tiens, hop, s'il y a personne qui a déjà fait, je revendique la zone. Ça me rapportera des points en fin de partie. Il y a plusieurs manières comme ça de scorer, et ça a l'air assez sympa. Il y avait pas également des actions qu'il y avait là-dessus, je me souviens plus trop. Il me semble que ça nous permet de déplacer notre personnage, parce qu'en fait, pour explorer des zones, il faut qu'on déplace notre personnage de zone en zone. Là, c'est quand on est dans la forêt, on peut pas voir ce qui se passe autour. On n'a pas la visibilité. Ici, je me souviens plus. On échange de cartes, peut-être, je ne sais plus trop. Et à la montagne, eh ben, on peut voir de loin. Voilà, on a plus de visibilité. Donc voilà pour Maps of Mysteria, un jeu aussi très intriguant. Là, je regrette un peu de ne pas y avoir joué parce que ça m'a l'air bien sympa. Le pitch, en tout cas, m'a convaincu. Et en y réfléchissant, je me dis que ça peut être un excellent jeu. Donc voilà, à tester. Pour le coup, je peux pas dire que c'est un bon jeu, mais il me donne bien envie. Donc Maps of Mysteria, de 1 à 4. Le mode solo, je me souviens plus. Si, le mode solo, c'est du coup une IA qui joue pour 3, il me semble. Je me souviens plus. Bon, c'est une IA qui joue, mais elle a pas vraiment de plateau là, elle va juste nous embêter sur les tuiles. Voilà. Ah, mais je crois qu'il y en a qu'une. Oh. Alors ça, c'est la petite découverte de Paris Édic. C'est les Ribauds du Roi. C'est par les éditeurs d'Architectura. J'espère que je prononce comme il faut. C'est un jeu solo où on va avoir plusieurs cartes. Donc en fait, ça se joue avec 3 cartes. On va faire des parcours, tuc. On prend une autre carte, on va le boss de cette première carte, on fait la deuxième et la troisième. Comment on va les vaincre? Et ben en fait, on commence avec nos héros qui ont chacun des statistiques. Et quand on arrive dans une zone de combat, par exemple ici, on va prendre une quête combat, et la quête combat va nous dire contre qui on va devoir se battre. Donc il y a des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3. Au début, on n'a que des niveaux 1, et potentiellement quelques niveaux 2. Et on va se battre comme ça. Donc là, on voit que ici on a 5 points de vie, on a déjà pris 2 dégâts. Le méchant ici, il a 3 points de vie. Alors la flèche, c'est pour dire par où il rentre, donc en première position, en dernière position. Et là, ça dit que le premier de notre ligne va prendre 2 dégâts quand lui va jouer. Là c'est pareil, et là c'est 1 dégât pour tous ceux qui sont sur la ligne. Et de notre côté, hein, c'est pareil, on a... Enfin, c'est pas pareil. Mais on a des compétences. Quand on va lancer nos dés, là par exemple on a un 4 ici, ben, je peux dire j'utilise le 4 ici pour le mettre, pour utiliser cette capacité là, et je vais afficher 1 point de dégâts à tous les monstres. Quand on arrive à vaincre les monstres, bah lui c'est un niveau 2 je crois, il est cueilli le contour. Quand on arrive à vaincre un monstre, on récupère la carte et on choisit l'une des 2 récompenses ici. Donc là ça permettra de lancer 2 dés en plus. Ici ça nous permet d'améliorer un personnage mage, en lui ajoutant une capacité. Par exemple, nous, c'est ce qu'on a fait
pour notre Grigor ici, on lui a ajouté une capacité de combat rapproché. Là, parce que vous voyez, il y a ici. Donc on l'a mis en dessous et comme ça on pourra utiliser... là il nous faudrait un 2 et une autre valeur pour pouvoir faire cette attaque-là. Donc voilà, donc c'est un jeu très intéressant. On a aussi système de temps. Si on arrive à 0, on a perdu, donc il faut qu'on arrive à gagner du temps. Et ici, on va pouvoir progresser sur la piste pour pouvoir débloquer des nouveaux dés. Tous ceux qui ont joué à Mini Rock savent que c'est super important d'avoir des dés. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai monté là. Et du coup, dans notre excursion, on n'aura pas que des cartes de combat, il y a également des quêtes, et il y a des rencontres. Et les rencontres vont pouvoir nous donner par exemple des jetons, destins, etc. Donc ça, j'espère vraiment que c'est un jeu que je vais pouvoir vous présenter. D'avoir une version pour vous en parler. Alors il n'y aura pas de Kickstarter sur le jeu, de financement participatif, ce sera directement en boutique. Mais voilà, en tout cas moi je suivrai les informations et puis je vous tiendrai au courant parce que franchement on a fait quelques tours comme ça pour essayer, c'était très sympa. Ok, hop là, ça c'est un zoom malencontreux. Ensuite on est allé voir Once Upon a Line. Qui est un jeu qui, au demeurant, ne semble pas extraordinaire. Mais moi qui râle de ne pas trouver des jeux originaux, et ben là, on en tient un. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on a notre personnage, et... Donc ça, c'est la boîte de jeu. Et on a notre grille. Une grille? Et oui, mais en plus de cela, une grille à gratter. Donc au début de la partie, on va découvrir le mot qui est là. Et on va voir, je crois pas qu'ici, voilà, on va découvrir des mots. Donc là, ça nous a fait Belvédère. Alors c'était une version de démo, hein, vous inquiétez pas, je suis pas en train de vous spoiler le jeu. C'est une version démo. Donc on a Belvédère et on découvre du coup la carte Belvédère. Dans la carte Belvédère, on va nous donner des mots-clés à trouver. Donc Ulm, ruche. Ces mots-là sont soulignés, donc ça veut dire qu'à partir de Belvédère, je peux trouver Ulm et ruche. Donc là on trouve Ulm et ruche ici. Donc, vous voyez, c'est dans tous les sens, c'est des mots croisés. Hein. Tac. On a aussi corps et cahute. Ça, c'est deux mots qui ne sont pas soulignés, donc on sait qu'ils sont dans la grille, mais on ne sait pas où. Nous, on a trouvé corps ici. Voilà. Si on se trompe, on a des mains qui peuvent nous stopper, mais on peut aussi avoir des pénalités qui vont nous faire avancer ici dans le temps. La ligne de tragédie, porte très bien son nom. Quand on a fait beaucoup d'actions, parce qu'en fait, comment on découvre les mots là? On a ici des barres qu'on va mettre par-dessus. En fait, là par exemple, pour trouver le mot ruche, il nous fallait 5 cases. Bon, on n'en a plus, mais on avait une tuile de 5 cases qu'on a posée pour pouvoir le découvrir. Et après, on gratte avec... on voit pas ici, on a un petit truc pour gratter. Là, voilà, ça. Ça permet de gratter, ça marche très bien d'ailleurs. Il n'y a pas eu de souci de gratter pour découvrir le mot. En plus de cela, donc là on a 3 actions, on aura des pénalités qui vont nous en enlever. Là la pénalité là ça veut dire qu'on raccourcit notre plus grand jeton, je sais pas comment l'appeler, de 1, donc le 5 était passé à 4. Et ça correspond à chacune des actions qu'on a fait. Donc là on a découvert 2 cases, la 3 cases, la 4 cases. Et on peut chercher uniquement la ligne bleue. Quand on a fini nos 4 actions, on perd 1 de temps. Donc ici, on va essayer, on va gratter la case pour voir ce qui se cache derrière. On va mettre ici après, parce qu'en fait, quand vous allez découvrir des nouveaux mots, des nouvelles cartes et tout, vous avez une nouvelle couleur qui va être dévoilée. En l'occurrence, nous, c'était le vert. Et pour pouvoir aller griffonner le vert, on va devoir changer notre couleur. Et là aussi, ça nous fait perdre un temps, vous voyez. Changer, enfin se déplacer. Bon, en fait, c'est changer la couleur du truc. Ça nous enlève également 1 de temps. Donc ça peut aller très très vite. Et si on arrive au bout, hop, on a perdu. Ça met fin à la partie. Quand on arrive à la fin du jeu. Alors s'il y a cette carte avant de parler de la fin du jeu, quoique, on va parler de la fin du jeu. Quand on arrive à la fin du jeu, on doit trouver un mot qui est ici. Information importante qu'on n'avait pas eu. Le mot n'est pas obligé de faire 5 caractères. Il peut faire moins. Voilà. En dessous, on a les indices, et puis une fois qu'on a trouvé le bon truc, on gratte ici, ça nous dit la suite de l'histoire. Et là, c'est des pénalités qu'on peut avoir en cherchant le mot ici.
Et cette carte alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien cette carte-là, c'est les compétences de notre personnage. On va jouer avec notre personnage sur plusieurs parties. Alors on va sûrement être amené à le changer au cours de notre campagne, parce que c'est une campagne. Mais notre personnage va pouvoir évoluer. Quand on trouve certaines cases, donc là, Aulne, parce que vous voyez, c'est un trait particulier, c'est un crochet, on va pouvoir barrer ici des lettres. Et si on arrive à barrer toutes les lettres, on débloque sa capacité. Et ça, on le garde au fur et à mesure de la progression. Au départ, j'étais pas très convaincue par le jeu. Et finalement, je l'ai précommandé. Voilà, donc pour vous dire, ne vous arrêtez pas sur un préjugé à vous dire... En fait, bon, je suis d'accord, il faut quand même aimer les jeux comme ça, les jeux un peu... les mots mêlés, et tout comme ça. Mais c'est beaucoup plus prenant que ça n'en a l'air. Pour moi, il faut vraiment essayer le jeu. Alors sachez, si vous connaissez quelqu'un qui l'a acheté, enfin qui l'a précommandé, qu'il y aura plusieurs scénarios prologues dans la boîte. Donc une fois qu'il en a fait un, il a fini sa campagne ou qu'il ne joue plus, demandez-lui sa boîte pour pouvoir jouer au prologue. Et comme ça, vous testez, vous pourrez vous acheter la boîte si ça vous plaît. Voilà, petit conseil intéressant. Donc voilà, donc on arrive à la fin de la démo, ça nous dit comment créer un exemplaire. Alors il me semble que le financement participatif est toujours en cours. On ne peut que vous le conseiller, moi j'ai beaucoup aimé. Du côté de Super Meeple, on a passé une tête. Super Meeple fait de très bons jeux, mais j'en ai pas beaucoup de chez eux. Donc en nouveauté, ils ont bien sûr Doggerland, qui a l'air excellent, mais tellement pas pour moi. Déjà, placement d'ouvriers, voilà. Alors, le pitch est très bon, ça a l'air très intéressant. On a chacun notre tribu, on va chasser, on va se développer. Et puis, bon, j'ai un peu l'impression que ça s'arrête là, mais c'est peut-être juste mon impression. Et j'ai du coup, c'est quand même de me dire, voilà, on va regarder une vidéo. J'ai regardé la vidéo et je ne suis pas plus convaincue. Pour moi, c'est assez répétitif. Enfin, c'est tellement pas mon style de jeu que je peux pas réussir à vous vendre. Et du côté édition, le tour du monde, c'est une version de Aventurier du Rail un peu plus complexe. Donc ça peut m'intéresser. Je sais plus à combien ça se joue, mais il faut que ça se joue à beaucoup pour que ça puisse m'intéresser pour un jeu comme ça. À 6, déjà, ça serait pas mal. J'ai pas de photos, donc ça c'est Doggerland. Voilà, donc là on a chacun notre plateau, on va chasser, on va avoir nos petits personnages, on va faire des enfants, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais c'est pas pour moi. Alors après il y a je l'ai pas dit quand même, faut le dire. Il y a une thématique très très forte autour de ce jeu. Donc là-dessus, un très bon point avec du beau matériel. Sur les jetons, c'est du sérigraphié, c'est pas des autocollants, donc ça a duré dans le temps, etc. Et voilà, c'est pas trop mon style de jeu. Mais, pose d'ouvrier, encore une fois, en général, avec moi, ça ne matche pas. Un autre jeu, du coup, qui peut être très intéressant, c'est Terra Nova. J'ai pas de photo de celui-là parce que il y avait beaucoup de monde sur leur stand et qu'on pouvait pas s'en approcher. Facilement, en tout cas. Mais en fait, c'est un Terra Mystica plus simple. Et moi qui ai bien aimé Projet Gaia, mais que je le trouve un peu complexe pour pouvoir jouer avec tout le monde, ça peut vraiment m'intéresser. Donc je vais suivre les sorties et je vais voir si je craque pour l'acheter. Il nous a également présenté Bardwood Grove. Alors, illustration très sympa, mais peut-être un peu infantile pour certains. C'est le même illustrateur que la BD Marchand. Et le jeu a l'air excellent. J'ai pas pris de photos. J'ai pas pris de photos du matériel, mais il y a un matériel vraiment exceptionnel dedans. On va chacun jouer des bardes en quête d'aventure. Et en fonction de nos rencontres, on va faire des chansons. Les chansons vont nous rapporter des points. J'ai une très mauvaise mémoire. Mais c'est surtout le matériel qui m'a interpellée. Mais c'est aussi un jeu que je vais suivre son avancée, parce que ça a l'air très sympa. Alors c'est un peu toujours pareil, quand moi je vois une couverture un peu enfantin, je m'y intéresse pas trop, et c'est après quand je vois ou que j'entends certaines choses qui m'intéressent que je suis concentrée sur ce qu'on me raconte. Donc j'ai dû louper, pas enregistrer le début,
Et du coup, là, je ne saurais pas exactement faire un bon pitch de ce jeu, mais si la BD Marchand vous a plu, a priori c'est un peu dans le même style. Donc Bardwood Grove, et ça va garder le même nom en français, parce que là c'est une version... je me demande si c'était pas une version allemande, mais bref, on s'en fiche. Et il me semble que c'est le dernier jeu auquel on a joué, qui est Focus, donc un jeu exclusivement 2 joueurs qui se joue très vite. On va chacun avoir une carte à faire deviner parmi ce plateau de jeu. Et du coup, à notre tour, on enlève une carte. On enlève une carte qui nous fait penser à la carte qu'on veut faire deviner. Donc là, par exemple, si on veut faire deviner le trèfle, on peut partir... alors ça, je sais que c'était une tombe, mais c'est surtout les fleurs qui sont intéressantes parce que c'est vert. Et comme il n'y a pas beaucoup de choses vertes dessus, on peut se dire, hop, ça peut peut-être aider. Alors il y a des cartes qui sont parfois plus faciles que d'autres. Là, en l'occurrence, moi j'avais eu le trèfle et c'était très compliqué pour moi de faire deviner. Mais une fois on avait le chien, on a pu faire découvrir avec les animaux, etc. Et donc le jeu est terminé sous 2 conditions. La première, c'est que l'un des joueurs se trompe en enlevant la carte de l'autre. Donc si par exemple il m'enlève mon trèfle, ah bah non, c'était ma carte, donc on a perdu. Et par contre, si on arrive à avoir que 2 cartes en jeu, on a gagné. Et l'une des variantes, parce que au final je trouve que c'est, en tout cas sur les parties qu'on a faites, assez simple d'arriver à la fin, mais la variante, c'est de se mettre d'accord entre les 2 joueurs pour dire est-ce que tu penses savoir quelle carte j'ai? Et si les 2 joueurs sont d'accord, et bah on pointe en même temps la carte qu'on pense que l'autre a, et si c'est le cas, on remporte la différence de cartes, enfin le nombre de cartes restantes en jeu. Si on en a fait... Je suis très nul en calcul. Si on en a enlevé 4, il y a 16, bah on marque 16 points parce qu'il y a les 4 là-bas aussi. Voilà. Et le but, il me semble, c'est de faire 45 points. Il me semble que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà, le but c'est de faire 45 points en 3 manches. Et a priori, après, il y a encore un autre mode, mais nous, on ne l'a pas atteint, alors on nous l'a pas révélé. Il faudra lire les règles pour ça. Et voilà, bah, jeu Focus, très intéressant, ça joue rapidement, vous voyez, pas besoin de beaucoup de place. Alors il y avait l'extension vent qui s'était invitée à la partie, c'est pour ça qu'il y a des petits cailloux. Mais normalement, il n'y a pas les cailloux avec. Voilà. C'était une édition de festival qui n'a pas eu beaucoup de chance. Entre la pluie, la chaleur immense d'un coup et le vent, les exposants, ils ont dû prendre beaucoup de patience et prendre beaucoup sur eux pour garder leur bonne humeur, parce que c'est vrai qu'à courir après les cartes, c'était pas très joyeux pour eux. Ah bah hop, une photo, on voit un peu mieux les cartes. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à vous présenter du PEL, que moi en tout cas j'ai regardé. Il y a des jeux que je voulais tester que j'ai pas pu, et il y a des jeux que j'ai pas trouvé, donc j'ai pas pu non plus. Mais je suis sûre que vous allez avoir plein de retours sur d'autres personnes sur Festival et que vous allez voir des retours différents. C'est ça qui est très intéressant aussi. J'espère que ces retours-là vous en ont plu. Je vois que ça fait plus d'1 heure que j'enregistre. J'espère que la vidéo sera pas trop longue pour vous et j'espère que ça vous aura plu. Que je me serai pas trop embrouillée dans les explications. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Amusez-vous bien!